Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonsoir. Depuis quelque temps, de nombreux amis et connaissances d'ici et d'ailleurs m'appellent, m'interpellent. Fologo, que deviens-tu? Quel est ce mutisme? Pourquoi on ne t'entend plus? Que se passe-t-il? À 8 mois des élections ivoiriennes, que dis-tu et que fait-on? Etc. En ce jour du 8 mai 2015, jour anniversaire d'un grand événement historique et mondial, le 8 mai 1945, qui marqua la fin de la Seconde Guerre mondiale, 39-45. Jour important pour le monde donc, et en particulier pour l'Afrique, puisque cette date permettra d'ouvrir les portes de la décolonisation des pays africains. La fin de la guerre est aussi le commencement de la paix. Le 8 mai est donc un jour de paix pour le monde. C'est donc l'un des plus beaux jours pour le disciple du Houphouët-Boigny que je suis. C'est pourquoi mes premiers mots pour cet échange seront de remercier Abidjan.net qui me visite pour la première fois, de les remercier de me donner en ce jour l'occasion de saluer et d'encourager tous les artisans de paix en Côte d'Ivoire, en Afrique et à travers le monde. Surtout en Afrique, notre continent est maillé de nombreuses zones d'ombre et de sang, comme l'on sait. Merci, chers amis, de me donner l'occasion de rassurer tous ceux que j'ai approchés ici et ailleurs. Comme vous le voyez, je suis là et ma voix est toujours la même. Je suis dans ce modeste bureau de ma résidence depuis 1984. Je n'ai pas bougé d'un iota. Certes, nous avons connu des moments douloureux et la maison a été saccagée à 2 reprises. En 1999 d'abord, premier coup d'État militaire en Côte d'Ivoire, puis en 2011, parce que je me trouvais peut-être du mauvais côté. J'ai dit que ce jour est béni et il est grand. Au-delà de 70 ans d'âge, le septuagénaire, après un si long parcours dans les arcanes du pouvoir, doit se vouloir un homme de sagesse et de réflexion. Grâce au président Houphouët-Boigny, comme vous le savez, j'ai fait 30 années dans les méandres du pouvoir en Côte d'Ivoire et partout où les missions qui m'étaient confiées m'ont amené. Aujourd'hui, je dirais depuis la fin de l'année 1989, qui vit la chute du mur de Berlin, année qui marqua aussi l'avènement du monde nouveau, le monde que nous vivons, et pour les Ivoiriens,
surtout depuis 1993, qui vit le départ définitif du grand Houphouët-Boigny de cette terre des hommes, bien des choses ont changé. En ce monde nouveau, je ne veux être ni nostalgique, ni utopique. Au demeurant, il y a pour l'homme politique des moments où il doit savoir se taire, des moments où les circonstances et les événements l'obligent au silence et l'amènent à écouter plus qu'à parler, analyser, observer, méditer. Ayant eu, pour ma part, la chance de faire ce que j'ai pu sur un si long itinéraire et aux côtés d'un si grand homme, le sage de l'Afrique, j'ai conscience que le moment est venu de passer la main, de passer le relais à la jeune génération. Le moment est venu aussi pour ceux de mon âge, encore vivants grâce à Dieu, non pas de se murer dans des regrets, mais de se livrer à la méditation et à la réflexion profonde, la réflexion du sage. La grande question qui se pose aujourd'hui à l'Afrique est, pour moi, de savoir comment concilier les impératifs du développement et les exigences de la démocratie. Quel type de régime doit-il être appliqué pour vivre à la fois la paix, la démocratie et l'émergence? Voilà, à mon avis, la question à laquelle il faut avoir le courage de répondre avec honnêteté et réalisme. Ni les exemples et modèles d'un icône tel que Nelson Mandela, ni le combat d'un brave bâtisseur comme le Brésilien Lula ne peuvent suffire à nous éclairer et à nous indiquer la voie à suivre en cette période de mondialisation et de grands changements. Chaque pays a ses réalités. Ces questions, toutes aussi angoissantes les unes que les autres, préoccupent le sage et l'homme d'expérience, l'homme de paix. Pour ma part et pour la Côte d'Ivoire, mon vœu le plus cher est que les dirigeants et les hommes politiques trouvent ensemble, dans la confiance retrouvée et la volonté politique commune, la voie médiane qui pourrait conduire le plus tôt possible, comme le souhaite et le veut le président de la République, à la croissance et à la prospérité, sans exclure la liberté des citoyens. C'est là une équation qu'il n'est pas facile de résoudre. En particulier pour la Côte d'Ivoire, car lorsque un pays sort d'une crise comme celle que nous avons connue, il est évident que la tentation est grande de resserrer les boulons et de dégager tout ce qui empêche d'avancer. Partout où le développement, la stabilité et la paix ont pu être heureusement conjugués, nous devons trouver des éléments de réflexion et d'analyse. Des réussites telles que celles du Rwanda, du Malawi, voire du Maroc, où, me semble-t-il, le développement dans la paix et l'ordre n'ont pas exclu une liberté acceptable des populations, mérite d'être examinée en profondeur. Je crois, pour ma part, pour l'avoir côtoyé en tant que Premier ministre du président Houphouët-Boigny,
Je crois connaître le président de la République, M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, chacun sait sa vision et ses objectifs. Pour les atteindre, nous devons tous nous donner la main autour de lui. Oui, bien sûr, il y a la place pour l'opposition, pour dire non quand elle le veut, mais pour dire aussi oui quand cela s'impose. J'ai salué pour ma part, et vous savez que j'ai toujours appelé un chat. J'ai salué encore aujourd'hui les réussites du président Ouattara et de son gouvernement, qui se voit tant au niveau des infrastructures diverses que du renforcement des institutions. L'ordre, disait l'écrivain français Charles Péguy, fait la liberté. Le désordre fait la servitude. La violence est la dernière arme des faibles, soutenait pour sa part Jean Jaurès. De son côté, le grand Houphouët-Boigny n'a-t-il pas dit « Le dialogue est l'arme des forts et non des faibles ». Il s'agit donc pour nous de créer les conditions de l'ordre et de la discipline pour permettre le développement accéléré et durable de la Côte d'Ivoire. Toute l'ingéniosité des pouvoirs d'État réside en la solution de cette équation. Il faut à l'homme du pain pour vivre, mais il faut toujours se dire que l'homme ne vit pas que de pain. Développement et liberté ne doivent donc pas être inconciliables. L'excès étant nuisible en toute chose, il s'agit de savoir jusqu'où l'on peut aller d'un côté ou de l'autre. C'est pourquoi le septuagénaire qui appelle de tous ses voeux la croissance et l'émergence, comme tous les Ivoiriens de bonne volonté, souhaite que celle-ci soit le fruit de toutes les intelligences des filles et des filles de ce pays rassemblés. Rassemblement que seuls peuvent permettre la tolérance, l'humilité, le respect mutuel et la volonté commune de vivre et de bâtir ensemble. Je vous remercie. Alors, 3 questions viennent d'être posées. La première est de M. Touré Boubacar, que j'ai bien noté. Et puis les 2 autres, ont suivi. M. Touré Boubacar demande quelle est selon moi la philosophie politique d'Houphouët-Boigny, économique, sociale, parce que il ne suffit pas de dire qu'il a été un grand homme, qu'il a été le sage de l'Afrique. On veut en savoir davantage sur ses actions, son œuvre. Tout d'abord, je voudrais dire que je ne mérite pas l'appellation de militant de la première heure. Moi, je suis arrivé en Côte d'Ivoire fin 1964 et j'ai commencé à travailler à Fraternité Matin en tant que premier journaliste ivoirien formé dans une grande école française. Et la chance, pour moi, la chance que j'ai eue est que j'ai été recruté et adopté par le président Houphouët-Boigny pour diriger ce que je peux appeler son journal de l'époque. Vous savez, nous étions en parti unique, comme tous les pays africains de l'époque, la plupart, la majorité. Il y avait donc un seul journal qui était à la fois celui du parti et du gouvernement. J'ai eu la chance de le lancer avec l'appui de la coopération française de l'époque.
des confrères français donc. Et je suis resté à la tête de ce journal pendant 10 ans, de 1964 à 1974. En 1970, le président Houphouët-Boigny avait autorisé que je sois coopté pour le bureau politique du PDCI. À l'époque, cette structure avait une place de choix et il n'était pas très facile d'y entrer, surtout lorsqu'on venait d'arriver comme nous autres. Et en raison du fait que je traduisais la pensée de Houphouët-Boigny dans le journal par écrit, il a pensé qu'il était juste et bon que j'entre dans ce cénacle. C'est ce qui m'a propulsé au devant de la scène à cet âge-là. Et après, les autres avancées sont arrivées. Le ministre en 1974, etc. etc. Le président Houphouët-Boigny, M. Gramel, qui a écrit les 3 livres les plus importants, en 3 volumes, sur les mémoires de Houphouët-Boigny, son œuvre et sa personnalité, vous en direz davantage certainement. Le président Houphouët-Boigny, jeune médecin africain à l'époque, a été en Côte d'Ivoire très tôt, aux côtés de ses aînés du syndicat agricole africain, et Joseph Anoma et autres qui étaient présidents à l'époque du syndicat agricole. Et il a embrassé la politique par la voie médicale, en vérité. D'abord affecté à Bangourou, après à Bangourou, je crois, Guiglo, Toumoudi, etc. Il a vu quelle était la souffrance de ses compatriotes de l'époque dans les plantations, dans les bureaux de colons, etc. Le traitement qui était infligé à ses compatriotes était inacceptable à l'époque. Ensuite, la voie syndicale. Très tôt, ayant lancé le syndicat agricole africain, il a également pris conscience de l'importance de la terre en Côte d'Ivoire et il a compris que c'est l'agriculture qui pourrait permettre à notre pays de sortir de son état de difficulté. Et il a commencé à recruter beaucoup de manœuvres en Haute-Volta à l'époque, voilà, on appelait la Haute-Côte d'Ivoire. Dans le nord, la Côte d'Ivoire également, c'est comme cela qu'il a connu, il a fait la connaissance du patriarche Gon Coulibaly, avec lequel il deviendra très très ami. Et il faut que je vous dise ce petit point. Notre patriarche Gon Coulibaly, je dis notre parce que moi je suis Senufo comme lui, avait remarqué que les manœuvres qui travaillaient dans les plantations de Houphouët-Boigny, quand ils revenaient au pays, étaient tous gros et gras. Parce qu'ils avaient été bien nourris, et bien traités, et bien soignés. C'est comme ça qu'est née l'amitié entre Gon, notre patriarche, et le président Houphouët-Boigny, qui était à ce moment-là le médecin Houphouët-Boigny. Et de cette amitié va sortir une grande affaire,
c'est-à-dire la politique. La politique qui permettra au président Houphouët-Boigny d'être assis d'abord dans le nord du pays, jusqu'en Haute-Volta, ami du Moronaba également. Et pour concrétiser cela, le président Houphouët-Boigny sera le premier député de Korogo. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, mais Houphouët-Boigny a été le premier député de Korogo parce qu'il avait plus d'assises au nord qu'au sud au départ. C'est à partir de son point du sud, du nord, qu'il est descendu au centre, puis au sud enfin, où ça n'a pas toujours été très facile pour lui, la conquête politique. Qu'est-ce qu'il était? D'abord, c'était un homme pragmatique. Voilà, c'est un homme pragmatique. Lorsque le président Houphouët-Boigny est arrivé à Paris, au Palais Bourbon, comme député en 1946, à l'Assemblée constituante, en France, c'est le premier Africain qui a eu l'idée de demander aux autres frères africains de se mettre ensemble pour organiser un parti propre aux Africains. Parce que les Africains étaient inscrits dans les autres groupes parlementaires et n'avaient pas un groupe à eux. Ils n'étaient pas assez nombreux. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du Rassemblement démocratique africain, le RDA, qui a vu le jour à Bamako en 1946. Dans des conditions difficiles, il faut bien le dire, parce que tout le monde n'avait pas compris l'importance de ce rassemblement au départ. Donc, un homme pragmatique épris de la libération de l'homme noir, de l'Africain, d'où le congrès de Bamako, au cours duquel il a lancé un appel où il a demandé à ses compatriotes, aux Africains, de supporter les souffrances infligées par les colons et de se battre pour s'en sortir. Surtout de se mettre ensemble pour s'en sortir. Tous n'ont pas été d'accord, mais la plupart l'ont suivi et il sera ainsi le premier président du Rassemblement démocratique africain, le RDA. À partir de là, Houphouët s'est tracé une vision qui ne devait plus voir de fin. Il sera successivement, bien sûr, président du RDA. Plus tard, il sera président de l'Union africaine et malgache. Il créera en 1959 le Conseil de l'Entente, toujours dans le souci de rassembler les pays voisins. Houphouët-Boigny sera, par ses biais, par son ouverture et aussi par sa générosité, son ouverture, il sera un peu comme le chef de file des chefs d'État africains à l'indépendance. Donc, pour moi, cet homme a réussi de façon pragmatique, mais aussi, il est certain qu'il s'était engagé à se battre pour le panafricanisme, mais un panafricanisme teinté de sagesse et de pragmatisme. Le pragmatisme, le panafricanisme à l'Nkrumah, à la Sékou Touré et autres Nyerere, on le sait, était de gauche, il faut appeler les choses comme on doit le faire, et celui de Houphouët-Boigny était plutôt pragmatique. On le disait vendu aux Blancs, vendu aux Français, etc. Simplement parce que il avait compris que pour réussir à changer les conditions de vie de nos populations ici, il fallait tenir compte des rapports de force, surtout de l'époque. Au demeurant,
je crois qu'il est bon de rappeler que le président Houphouët-Boigny a toujours voulu que l'Africain s'en sorte. Que l'Africain, il nous disait à nous, vous savez, je suis conscient que nous ne sommes pas encore réellement indépendants. Bien après l'indépendance, peut-être 10-20 ans après, il le disait. Nous ne sommes pas indépendants tant que nous aurons besoin de tendre la main et tant que nos jeunes ne seront pas les égaux des jeunes des autres pays, pétris de sciences, de techniques, et qui décident pour nous le prix de nos matières premières, les orientations du monde, etc. Je crois qu'il a été conscient de cela, mais il était pragmatique et il n'a jamais voulu croiser le fer avec les colons. Il a été très malin toute sa vie. D'ailleurs, ceux qui connaissent un peu l'histoire savent que nous avons eu ici un gouverneur qui s'appelait Péchou. Ce gouverneur était particulièrement dur avec nos compatriotes. Le président Houphouët-Boigny, évidemment, était détesté par ce gouverneur parce qu'il avait senti où il voulait en venir. Finalement, quand le président Houphouët-Boigny a compris qu'il ne pouvait pas croiser le fer avec M. Péchou, qui était donc le représentant de la France en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de s'entendre avec lui. C'est ça le réalisme en politique. Il a décidé de s'entendre avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comme il était membre du groupe parlementaire du Parti communiste français, le seul groupe parlementaire qui soutenait un peu nos députés à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée française, au Palais Bourbon à l'époque, eh bien, il a décidé de se désolidariser. On appelait ça le désapparentement. Donc de quitter ce groupe parlementaire communiste qui déplaisait au plus haut niveau à M. Péchou, à l'administration coloniale, bien entendu, et d'amener ses frères et lui-même à créer un groupe qui serait propre à l'Afrique. C'est à partir de cette décision que le PDCI en Côte d'Ivoire s'est fixé de façon définitive, a trouvé sa place. L'unité a été refaite autour du président Houphouët-Boigny. Après la victoire de 1951, il a lancé un appel au stade Jean-André, le stade qui porte son nom aujourd'hui. Et c'est comme cela que M. Péchou a baissé les bras. Et quelques années après le rassemblement des partis politiques dans le PDCI, quelques années après, 1960, l'indépendance, tout au moins nominale, est arrivée en Côte d'Ivoire. La deuxième question qui m'a été posée dit que après le décès du président Houphouët-Boigny, les successeurs ont dérapé et il me demande quel conseil j'ai pu donner à ces successeurs qui ont dérapé et si moi-même je ne porte pas une certaine responsabilité dans ce dérapage. Bon, je crois que c'est une question, chacun est libre d'en penser ce qu'il veut. Tout d'abord, je pense qu'il n'est pas facile de succéder à un grand homme comme Houphouët-Boigny. Je n'ai jamais dit que ses successeurs avaient dérapé. Non. Le coup d'État de 1999 jusqu'à aujourd'hui, personnellement, je ne l'explique pas. Il restait un an avant les élections, lorsque le président
Bédié et son gouvernement dont je faisais partie a été renversé. Qu'est-ce qui a amené ce coup d'État? Beaucoup de choses ont été dites. Je n'en connais pas la véritable raison. Pour les uns, nous avons dérapé. Pour les autres, ça n'a pas été juste d'avoir vécu ce coup d'État. Toujours est-il que bon, ça a été le premier coup d'État que la Côte d'Ivoire vivait, alors que pendant 30 ans de vie politique, le président Houphouët-Boigny n'avait pas connu de véritables problèmes à ce niveau-là, contrairement à la plupart des pays africains qui nous entouraient. Alors, je ne partage donc pas cette impression de dérapage, parce qu'il y a eu le coup d'État, qui a eu tort, qui a eu raison. On ne l'a jamais clairement traité, ce problème-là, mais peut-être pour des raisons diverses. Bon, ma responsabilité, je l'assume. Je ne m'exclus pas des successeurs de Houphouët-Boigny, je viens de le dire dans mon introduction. Je me réclame comme je me présente comme disciple d'Houphouët-Boigny. Donc s'il y a eu dérapage, j'ai dérapé en même temps que les autres. Je suis responsable comme les autres. Évidemment, le premier est celui qui était devant nous, mais nous suivions. Je n'avais pas de conseil particulier à donner. Le coup d'État, nous ne l'avions pas préparé, ni prévu. Nous pensions que tous les enfants rassemblés à l'époque pouvaient travailler ensemble, et on n'avait pas envisagé ce cas de figure de coup d'État après la mort de Houphouët-Boigny. Non, après la mort de Houphouët-Boigny, personnellement, en ma qualité de secrétaire général du PDCI, j'ai œuvré pour l'application de la Constitution. Il est important que les gens sachent que les institutions, l'application, le respect des institutions est fondamental dans un pays qui veut avancer. C'est pourquoi le président américain Obama a dit au Ghana, tout près de nous, ce dont on a besoin, ce ne sont pas des hommes forts, mais des institutions fortes. Parce que si les institutions sont fortes et respectées, on ne doit pas connaître de graves dérapages. On doit pouvoir, par le dialogue, par la libre discussion, on doit pouvoir éviter tout ce qui est violence et coup d'État. Donc, je dis que je prends ma part de responsabilité, si responsabilité il y a. J'ai toujours travaillé partout où j'ai été placé de la meilleure façon que j'ai pu. Si nous avons connu un échec, ça arrive dans la vie, il faut l'assumer, nous l'avons assumé. Aujourd'hui, le pays repart avec un grand président. Le président Ouattara n'est pas un anti-oufouettiste, c'est même un oufouettiste bon teint, puisqu'il a été le premier et seul premier ministre d'Houphouët-Boigny. Donc il a bien connu, il connaît sa politique, il connaît sa vision, il connaissait tout ça. Et s'il réussit aujourd'hui, qu'on applaudit à toutes ces réalisations, mais pourquoi voulez-vous que les oufouettistes n'en soient pas fiers? Nous sommes fiers de la réussite. Chacun a ses méthodes, chacun a ses chances. Moi, je pense que actuellement, le président actuel n'est pas anti-Oufoué, au contraire, et qu'il fait de grandes choses. C'est pourquoi la troisième question, M. Bitton me demande si je reconnais que M. Ouattara fait un travail remarquable. Utilisons les mots que chacun veut. Moi, j'ai dit que j'appréciais
les résultats obtenus par le président et son gouvernement, ne serait-ce que par ces inaugurations de ponts, de routes, d'hôpitaux, d'universités, etc. Nous pensons, et on l'a écrit récemment dans la presse, que chacun doit prendre ses responsabilités autour du président. On entend des critiques parfois, on dit que les hôpitaux ne sont pas bien garnis, l'université, les laboratoires ne sont pas assez équipés, etc. Bon, j'ai été ministre pendant plus de 20 ans. Je peux vous dire que ça, c'est la responsabilité des ministres. Ce sont eux qui indiquent au président l'état des lieux. Et le président, quand il le peut, trouve des solutions. Et on l'a vu, actuellement il fait le tour du pays, il résout partout des problèmes concrets. Et les populations apprécient ces solutions-là. Le président Houphouët-Boigny a fait la même chose. Rappelez-vous les programmes d'urgence dans le nord du pays en 1974 et bien d'autres réalisations. Donc je pense que chacun a sa vision. Si le gouvernement a une vision positive que nous apprécions, mais il faut appeler un chat, je l'ai dit. Moi, j'ai le courage de reconnaître quand c'est positif, même si je n'ai pas été de ce côté-là, à un moment donné. Bon, si aujourd'hui je trouve que c'est positif, bon, peut-être que je m'étais trompé, on peut se tromper dans la vie. Voilà, mais je ne peux pas dire qu'on a fait le pont, ce n'est pas bien, on a fait le pont de Jacquesville, ce n'est pas bien, ou on a achevé la route, l'autoroute, ce n'est pas une bonne chose, etc. Je ne sais pas. Moi, tout ce qui est positif, je l'appuie, quel que soit le président, et en particulier dans l'état actuel des choses. Voilà ce que je peux dire. Donc, appeler ça travail remarquable, travail positif, travail dont on peut être fier, je suis d'accord avec vous. Bien, je vous remercie. Si je ne réponds pas tout à fait dans l'ordre, c'est que par moment nous n'entendons pas très bien les questions. Et donc j'ai noté ce que j'ai pu. D'abord, il y a une question sur la philosophie politique de Houphouët-Boigny, c'est-à-dire la parler d'amour, de fraternité, de paix, et on me demandait, au vu de tout cela, au jour d'aujourd'hui, comment je vois l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'il y a, a dit l'auditeur, encore beaucoup de mécontents. Bon, d'abord, je confirme que la philosophie politique de la Côte de Houphouët-Boigny était effectivement l'amour, la paix, la fraternité. Personne ne l'ignore dans tous les documents, dans tous les écrits et dans toutes les réalisations. Même ceux qui n'étaient pas encore nés savent que ce monsieur a été un homme de paix et d'amour. Si aujourd'hui, il y a le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la fondation Houphouët-Boigny pour la paix, la basilique de la paix à Yamoussoukro, etc., etc., c'est que le président Houphouët-Boigny était comme obsédé par ces problèmes de la paix. C'est d'ailleurs curieux parce qu'un jour j'ai dit, on dirait qu'il pressentait qu'après lui, nous aurions des difficultés avec la paix, pour maintenir la paix et la développer. Je ne sais pas. En tout cas, il n'a jamais arrêté d'en parler et de la chanter. Au point qu'au dernier congrès du PDCI, le congrès ordinaire du PDCI, en 1990, à Yamoussoukro, c'était le dernier congrès ordinaire qu'il a présidé, de son parti donc, il nous a dit ceci: après ma mort, un jour, quand je ne serai plus là, avait-il dit, je souhaiterais
que vous reteniez que le capital le plus précieux que je vous aurais laissé, c'est la paix. Voilà. Bien sûr, il y a les réalisations, il y a tout ce que nous avons fait ensemble, mais il y a en particulier la paix. Veillez à la paix comme sur la prunelle de vos yeux. Voilà ce qu'il avait dit. Donc, je peux dire, pratiquement 2 ans avant sa mort, il a réaffirmé son obsession de la paix et la recommandation à tous ses compatriotes et à ses disciples de veiller sur la paix. Donc, ça a été très triste pour nous qui nous réclamons de sa philosophie et qui nous proclamons ses disciples. Ça a été très triste lorsque nous avons perdu 10 ans, même pas 10 ans après sa mort, cette paix. Le premier coup d'État militaire est de 99, c'est-à-dire même pas 6 ans après la mort d'Houphouët-Boigny. Vous voyez? Et puis, depuis, les choses se sont empirées, nous sommes allés de chute en chute jusqu'à la rébellion et à beaucoup de désordre, de destruction, de sang. Il disait, je ne veux jamais voir couler une goutte de sang ivoirien. Voilà. Donc, si nous avons connu cette triste période que nous regrettons tous et à laquelle je crois l'ensemble des Ivoiriens renoncent, tous les hommes politiques proclament qu'ils souhaitent la paix pour les Ivoiriens. Personne ne veut revivre ce que nous avons connu en cette période après Houphouët-Boigny. Si il est vrai que c'est cela notre objectif à tous, alors nous devons tous faire l'effort de réussir à maintenir la paix. Je pense que des mécontents après une guerre comme celle qu'on a connue, après des événements comme ceux qu'on a vécus, bon, c'est un peu normal. C'est un peu normal. On ne peut pas sortir d'une telle crise de cœur léger pour tous. C'est impossible. Moi, peut-être qui n'ai pas vécu des affres particulièrement dures de la crise, j'ai quand même eu 2 fois cette maison saccagée, mais complètement saccagée. Voyez-vous, bon, d'une part, mais ça, ce n'est que du matériel. Mais quand je partais à Boaké j'allais à Korogo pour enterrer mon propre frère qui venait de décéder, les militaires de l'époque, les rebelles de Boaké, m'ont barré le chemin, m'ont obligé à rebourser le chemin à Abidjan. Je n'ai pas pu aller sur mes propres terres pour enterrer mon frère aîné. Il a fallu la générosité de l'ONUCI me donner le lendemain un avion pour aller enterrer les pauvres frères. Donc, toutes ces choses-là sont désagréables. Doit-on les garder sur le cœur? Contre qui? Pourquoi? Comment est née la rébellion? Pourquoi nous l'avons connue? Qui est responsable? Voilà. C'est pour tout cela que j'étais de ceux qui souhaitaient l'amnistie. Parce qu'il était difficile, il est même difficile aujourd'hui encore, on l'a vu avec les tribunaux, il est difficile souvent de déterminer les responsabilités des uns et des autres. C'est pourquoi il faut faire un effort, non pas pour oublier, mais pour pardonner. Moi aujourd'hui, quand je vois un militaire, je ne demande pas s'il était parmi ceux qui m'ont barré le chemin à Boaké, moi je l'embrasse. Tous ceux que j'ai connus à l'époque face à nous, quand on se voit aujourd'hui, on s'embrasse. J'ai même dit une fois que si les hommes politiques faisaient une caravane autour de la Côte d'Ivoire, que dans chaque région, dans chaque ville, dans chaque préfecture,
ils s'adressaient tous ensemble, la main dans la main, aux populations pour leur dire d'être frères et de tourner la page, je suis sûr que cela ferait un gros effet sur la population. Il y a des villages où jusqu'à présent les gens ne se parlent pas à cause de nous, à cause des hommes politiques qui les ont amenés à prendre telle ou telle position. Et aujourd'hui, dans ces villages-là, ils ne se parlent pas. Alors, quand est-ce qu'ils vont se parler? Vous voyez, c'est pourquoi, en ce qui me concerne en tout cas, très vite, je me suis mis dans la danse et je suis parmi ceux qui souhaitent qu'on fasse un effort, non pas pour oublier, quand on a perdu un être cher, on ne peut pas oublier, mais pour pardonner. Pour moi, il n'y a que le pardon qui peut ramener la paix véritable en Côte d'Ivoire et nous amener à revivre ensemble. Je l'ai vu en Afrique du Sud, je le souhaite pour la Côte d'Ivoire. On m'a demandé également de parler des complots, je crois que c'était ça, des complots après l'indépendance. Bon, je dois dire que, je vais dire à cet auditeur que la période des complots, je ne l'ai pas vécue personnellement. J'en sais quelque chose, mais je ne l'ai pas vécu. J'étais étudiant à cette époque-là. C'est dans les années 61. Dans les 61, même jusqu'à 63, moi j'ai passé le baccalauréat en 60 et je suis parti en France. J'étais donc étudiant à Lille. Lorsque ces choses-là se passaient, nous lisions cela dans le seul journal de l'époque, Fraternité Hebdo, pour ne pas le citer. Eh bien, nous avons donc appris, comme tout le monde, ce qui se passait en Côte d'Ivoire, qui était triste. Et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est exagéré, qu'est-ce qui est faux? On n'a jamais, sur ce point-là, clairement écrit. Il y a eu beaucoup de livres, ça dépendait de telle ou telle position. Bon, est-ce que il y a eu des morts, des assassinats, comme vous avez utilisé le mot? Je ne sais pas, je ne peux pas vous confirmer cela. Mais ce que je peux dire, ce que je peux affirmer aujourd'hui, c'est que en 1966, lorsque moi j'étais déjà revenu, j'avais commencé à travailler, le président Houphouët-Boigny a réuni tous ses collaborateurs et ses grands militants, et beaucoup de jeunes, beaucoup de militaires, tous à Yamoussoukro, un jour de 66, et a dit publiquement qu'il regrettait ce qui était arrivé. Il a dit qu'on l'avait induit en erreur en ce qui concerne cette affaire de complot en Côte d'Ivoire et qu'il regrettait ce qui était arrivé. Il a demandé pardon publiquement au peuple ivoirien pour cette affaire. Bon, je ne dis pas que ça soigne les cœurs, mais c'est important lorsque un chef d'État dit publiquement sur ce point-ci, j'ai été induit en erreur, j'ai été trompé ou je me suis trompé, eh bien, je vous demande de tourner cette page. J'étais là à cette réunion, c'était un grand conclave. Même nous qui n'avions pas vécu cette époque, nous en avons appris pas mal. Et pour moi, cette affaire-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a à boire et à manger, assurément. Certainement que des gens écriront encore sur cette affaire. Moi, ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire, c'est que quelle que soit la réalité de ces affaires, hier comme aujourd'hui, même pour la crise que nous avons vécue, ma position est que chacun fasse un effort pour tourner, comme le demande d'ailleurs le président de la République lui-même. Il nous demande de tourner la page pour revivre ensemble.
c'est peut-être difficile, c'est peut-être dur, mais est-ce que nous avons le choix si nous voulons que ce pays avance? Si nous aimons vraiment ce pays, si nous voulons qu'on avance, lorsque j'ai dit dans mon introduction que je souhaite que à la construction des infrastructures, il soit possible de lier les conditions de la liberté des citoyens. Bien entendu, lorsqu'on sort d'une guerre, lorsqu'on sort d'une crise, les actes de liberté sont à mesurer, parce qu'on veut avancer vite et on pense qu'il n'y a pas de place pour certaines fantaisies. Il faut donc accepter de faire un effort, tous, chacun de son côté, pour qu'on avance. C'est pourquoi je souhaite que le pouvoir d'État fasse sa part d'effort en acceptant l'opposition, dont je suis, et puis, nous aussi, nous devons savoir que si nous voulons que notre pays rebondisse, comme il est en train de le faire, et gagne la bataille de l'émergence, eh bien, il faut accepter certains sacrifices moraux et politiques. Voilà, je crois que c'est comme ça que je vois l'avenir du pays, un effort de réconciliation. Moi, je n'appelle même pas ça la réconciliation, ce mot a été tellement galvaudé. Moi, je souhaite qu'on dise simplement qu'on accepte de pardonner et de se remettre ensemble. Il n'y a pas d'autre solution. On m'a demandé, quelqu'un a demandé, étant oufouettiste, moi, comment je peux être dans un parti qui n'est pas... Est-ce que je vois un rapprochement possible avec le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix? Dans les faits, rien ne m'oppose au RHDP. Nous avons la même philosophie, c'est vrai. Nous avons la même vision, elle est oufouettiste. Nous avons les mêmes méthodes, c'est-à-dire la tolérance, l'ouverture, l'amour. Nous avons été tous élevés à cette école-là. Nous avons bu tous ce lait ensemble. Donc nous ne sommes pas différents. Je crois que le multipartisme, effectivement, a permis de multiplier les partis. Ça ne veut pas dire que les partis forcément s'opposent les uns aux autres. Pas forcément. Et j'ai dit que l'opposition, pour moi, ça ne veut pas toujours dire conquérir par tous les moyens et à tout prix le pouvoir d'État. Pour moi, c'est pas ça. Je pense que tout parti politique apporte une contribution à l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Tout parti politique, tout groupement politique doit œuvrer pour l'ancrage de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens sachent ce que c'est que la démocratie. Il faut qu'ils l'admettent, il faut qu'ils la tolèrent, il faut qu'on la comprenne. Et puis qu'on vive, parce que c'est que, comme dirait l'autre, c'est le moins mauvais des gouvernements. Voilà. Donc, on n'a pas le choix. Et je pense que le RHDP n'est pas... En tout cas, je n'ai jamais, dans aucun discours, pris position contre une position fondamentale, philosophique, de vision du RHDP. Alors, oui, est-ce que vous êtes proche du RHDP? Je suis proche du RHDP par le cœur, par l'éducation, par la méthode, je le dis.
Si je suis parti, c'est dans des circonstances un peu particulières que je ne développerai pas ici. Si j'ai été amené à créer un parti politique à tort ou à raison d'ailleurs, eh bien, les circonstances étaient différentes de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, laissons le temps au temps et peut-être des partis politiques à tout moment peuvent se retrouver. Ce qui s'appelle aujourd'hui RADP, et on était tous au PDCI et puis on est parti après et puis on se retrouve à nouveau. Peut-être qu'on se retrouvera, pourquoi pas. Alors donc là-dessus, je ne peux pas dire davantage aujourd'hui, mais j'ai dit encore une fois que rien ne m'oppose spécialement à ce parti ou à ce groupe de partis. Alors, on a parlé de la philosophie politique de Houphouët-Boigny, c'est-à-dire l'amour, la fraternité, l'ouverture, etc., la tolérance, et on l'a comparé à Gbagbo. On a dit que j'avais fait une comparaison entre les deux hommes. C'est possible. Je n'ai pas dit que Gbagbo était Houphouët et qu'Houphouët était Gbagbo. Non, personne n'a jamais dit ça. De leur vivant, les deux hommes se voyaient, se parlaient. Gbagbo voulait la démocratie, il voulait le multipartisme le plus tôt possible. Il estimait que le président Houphouët-Boigny tardait à ouvrir l'échiquier politique ivoirien à ces données-là. Oui, c'est vrai. Étudiant déjà, puis professeur ensuite. C'était sa position, c'était sa vision. Nul ne l'ignore. Il ne l'a jamais nié. Ça ne l'a pas empêché, et je le dis, et je rappelle, que lorsque le président Gbagbo est allé inaugurer Sotra Technique, j'étais là, à ses côtés. Il a dit publiquement, il a félicité les efforts, les œuvres, le président Houphouët-Boigny pour ses œuvres, et il a dit qu'il avait en son temps fait ce qu'il devait faire, notamment développer l'agriculture, et que l'heure était venue pour nous, pour les générations d'aujourd'hui, de penser à l'industrialisation, etc. Bon, j'étais là. Donc, ça veut dire que, vous savez, j'ai dit que la politique, ce n'est pas une ligne droite. C'est-à-dire, vous prenez une ligne, elle va toujours tout droit, jusqu'à la fin. J'ai dit que la politique, ce n'était pas un fleuve qui coulait paisiblement vers la mer, tranquille. Non, la politique, c'est du mouvement. La politique, il y a des méandres, il y a des arcanes, il y a des lignes brisées, il y a des montées, il y a des descentes. On peut tomber, on peut se relever, on se remet debout, on peut se retrouver d'un côté, de l'autre. On a vu chez nos amis français des gens qui ont fait 3 partis politiques dans leur vie. Donc on ne peut pas, on n'est pas figé. Voilà. Ceux qui demandent, mais Flogo, on ne sait même plus de quel bord il est ici, il est là, etc. Mais oui, mais la politique, ce n'est pas une ligne droite. Il faut savoir cela. Il ne faut pas, les gens qui sont dogmatiques et qui sont intraitables, non, ce n'est pas ça de la bonne politique, la preuve, on voit les résultats. Il faut que nous fassions un effort par le dialogue, par les échanges, par le contact, de changer quand il faut, de mettre de l'eau dans notre vin quand il faut, de reconnaître ce que valent les autres, etc. En tout cas, c'est ma politique à moi. Voilà. Et moi, je souhaite que cela soit respecté en Côte d'Ivoire, parce que ça nous permettrait d'avancer. Mon seul objectif pour la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire soit admirée de tous, et réussisse. On a demandé si l'émergence prônée par le chef de l'État était un slogan politique ou une réalité. Mais c'est une vision et c'est un objectif, l'émergence. Voilà. Le développement,
du pays. À l'époque, on ne parlait pas, on ne disait pas émergence, on disait développement. Mais le président Houphouët-Boigny a toujours voulu le développement du pays. La preuve, c'est que toutes les réalisations que nous connaissons, qu'il a faites, visaient à réussir ce développement-là. Donc, l'émergence, c'est-à-dire ce qui permet à un pays de dire que je suis debout finalement, j'avance. Que ce soit le PIB, que ce soit les salaires, les écoles, les hôpitaux, enfin, bref, tout ce qui concourt à donner aux citoyens des conditions de vie acceptables. C'est cela l'émergence. Et je pense que ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Il y a des pays où l'émergence est visée pour 2025, d'autres pays où c'est visé pour 2030. Bon, le président ici veut qu'on l'atteigne en 2020. Mais c'est un objectif, c'est une vision. Moi, tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour atteindre cet objectif, nous devons le faire. C'est dans l'intérêt de notre pays et c'est pour notre pays. Nous qui avons aujourd'hui, au-delà des 70 ans, nous ne serons plus là. Mais ceux qui viendront, ils trouveront un pays avec des ponts, avec des routes, avec des universités, avec des hôpitaux, partout. Il faut. Et j'ai dit que l'esprit doit suivre. Il ne suffit pas que nous disions on a construit, c'est très beau. Souvenez-vous, en 1998, j'étais ministre d'État du gouvernement de M. Bédié. Mais j'avais proposé qu'on s'élève pour peindre les façades de la ville d'Abidjan. Que tout étranger qui débarque à l'aéroport de Port-Boué, son premier contact avec Abidjan soit la clarté et l'éclat de la ville. C'est ce que je voulais. Je ne suis pas maire. Je suis pas maire, je ne suis pas ébrié d'Abidjan, mais c'est ce que je voulais pour la Côte d'Ivoire. On a le droit d'aimer son pays, de voir cela pour son pays. Aujourd'hui, quand je vois qu'on est en train de nettoyer la ville, qu'on est en train de déboucher tout ce qui nous gênait, qu'on est en train de rendre la ville propre et d'élargir les routes, même si cela comporte des désagréments, c'est vrai. Bon, mais écoutez, moi je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut que cela soit fait, sinon ceux qui viendront après nous, nous condamneront. Voilà, c'est pourquoi je suis pour ce qui marche. Voilà. Et quand ça marche, je ne peux pas dire que ça court. C'est tout. J'ai dit qu'il faut appeler un chat un chat. Quand c'est juste, je le dis. Donc voilà, monsieur Miskoul, si j'ai bien compris, c'était un peu ça. Il demande s'il y a la conscience politique, la conscience économique. Oui, moi je crois. Moi je pense, en tout cas s'il n'y en a pas, je souhaite que tous les Ivoiriens s'approprient, n'est-ce pas, cette vision de l'émergence. Qui ne veut pas que son pays soit développé? Vous connaissez un citoyen qui ne veut pas que son pays soit développé? Eh bien, ce serait triste pour un tel citoyen. Dans ce cas-là, il faut changer de pays. Qu'on soit dans un pays dont on ne souhaite pas le développement. Mais c'est incroyable. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Moi, partout où je suis, je souhaite que la Côte d'Ivoire avance, que la Côte d'Ivoire soit développée, que la Côte d'Ivoire soit le meilleur. C'est notre droit de souhaiter cela. Voilà quelques-unes des réponses que je voulais apporter. Alors, on m'a demandé, oui, il y a une autre question. Qu'est-ce que je pensais des candidatures PDCI de mes amis, Essi, Bani, Kakabe et autres, Brou. Voilà. Alors, sur ce point-là, je répète que nous sommes ici dans un pays démocratique. Un pays démocratique où chacun est libre d'aller aux élections. Je crois que j'ai dit dans
l'introduction qu'en ce qui me concerne, je ne suis ni utopiste, ni nostalgique. Voilà. Donc, si je décide d'aller aux élections, c'est que j'ai mesuré toutes mes chances. Et puis, je m'engage. Voyez-vous, j'ai été député, j'ai eu 2 mandats dans ma région. Je pouvais le faire, je l'ai fait. Mais aujourd'hui, je crois que ceux qui se présentent ont le droit de se présenter. Leur parti a souhaité qu'ils se regroupent tous autour d'une candidature unique. Bon, tous n'ont pas accepté de cette manière-là. Je crois qu'il ne faut pas jeter la pierre à qui que ce soit. Il faut laisser les gens libres. Bon, et puis on verra bien. Je crois que les Ivoiriens sont là pour nous juger, et les Ivoiriens nous jugent avec les bulletins de vote, le moment venu. Voilà, donc je n'ai pas de sentiment particulier concernant telle ou telle candidature. D'ailleurs, nous ne connaissons pas encore toutes les candidatures. Qu'est-ce qui vous dit qu'on n'en aura pas davantage? Non, c'est rien. Je vous remercie pour toutes ces questions. Je vais essayer d'y répondre. Si j'en oublie, elles peuvent être reposées. Nous sommes là pour les échanges. Et aucune question ne doit être occultée. La première concernait la question de la réconciliation. J'ai dit avançons et forçons non pas d'oublier mais de pardonner, et que c'était mon vœu, c'était mon souhait, c'était ma vision aussi pour l'avenir du pays, pour l'unité des Ivoiriens. Je le répète, et c'est ma conviction. Voilà, donc l'auditeur a dit, l'internaute, comme on dit, a dit, bon, ceux qui ont tout perdu, seront-ils dédommagés par l'État? Ne seront-ils pas? Il a dit que les anciens combattants, ceux qui ont pris les armes, sont récompensés, et ceux qui n'ont pas pris les armes ne le sont pas. Il a dit que y aurait-il une justice des vainqueurs? Si oui, qu'est-ce que j'en pense personnellement? Et il a cité le président Yaoundé, qui avait été président du Conseil constitutionnel, si vous vous en souvenez, et il a dit qu'il n'avait pas été jugé et condamné. Donc il y aurait une espèce d'impunité en ce qui le concerne. Voilà. Alors, à tout cela, je vais répondre brièvement. D'abord, en ce qui concerne la réconciliation, je répète ma façon de voir les choses. J'ai dit qu'on a vu ici comment la commission que a dirigé notre frère, le président Bani, a fonctionné difficilement, apparemment n'a pas abouti tout à fait comme on le souhaitait. Puis on a vu ces procès qui ont malheureusement pour certains remué le couteau dans la plaie, ont aggravé même certaines situations au lieu de les résoudre. Bon, tout cela n'a pas suffi. Donc nous continuons à demander la réconciliation des Ivoiriens. Je n'ai pas de remède miracle à ce problème-là, mais ce que je voudrais dire, c'est que je pense que la réconciliation est une œuvre de longue haleine, continue. Il y a des gens aujourd'hui en France qui se souviennent encore, en tout cas qui ont encore dans leur cœur les affres de la dernière guerre mondiale, alors qu'il y a 70 ans, on vient de le voir.
Vous voyez, il y a des traces difficiles à effacer. On a dit tout à l'heure, ceux qui ont perdu des personnes, ce n'est pas facile. Moi, j'en conviens. Mais que faire? Je crois que le problème de dédommagement est posé par le gouvernement, est traité au niveau du gouvernement. Je crois savoir qu'il y a des structures qui ont été mises en place. Pour cela, je crois même qu'il y a même un ministère pour les victimes de guerre. Donc tous ceux qui ont subi des dommages graves, je ne sais pas s'ils seront tous dédommagés, mais je sais que des dossiers sont constitués, des gens déposent ces dossiers, des hommes compétents examinent ces dossiers-là et certainement de façon progressive, peut-être en viendra-t-on à bout. Mais ce n'est pas une chose facile. Il est certain que il y a des gens qui ont disparu, qui eux n'ont pas déposé de dossier du tout. Bon, nous qui sommes les petites victimes, c'est-à-dire ceux qui n'ont perdu que du matériel, des maisons cassées, des choses volées à la maison, etc., des maisons occupées. Et tout cela c'est petit à côté de ceux qui ont perdu des êtres chers. Tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès de la jeune dame, la jeune fille qui nous a posé 2 questions. Effectivement, j'avais omis de répondre à la première partie de sa question. Elle me demandait comment je peux être de tous les gouvernements, enfin de tous les régimes. Et voilà. Bon, je voudrais la remercier et lui dire tout simplement que c'est peut-être un problème de tempérament, mais j'ai dit clairement ma position. J'ai dit que pour moi, rien ne passait avant la Côte d'Ivoire. Depuis jeune, j'ai toujours souhaité que mon pays soit le meilleur. Bon, cela ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres pays, mais vouloir le meilleur pour soi est un souhait tout à fait compréhensible. Donc voilà. Et donc étant sur cette position et dans cette vision, tout ce qui arrive, lorsque je peux être utile pour la réussite de leur mission, je suis disponible, c'est tout. C'est comme ça, ça fait partie de mon caractère, ça fait partie de mon esprit, voilà. Et en plus, je dois dire que le peuple sénoufo, ceux qui connaissent ce peuple-là, le peuple sénoufo est un peuple d'ordre et de discipline. Voilà. Ordre et discipline. Le bois sacré, c'est cela. Vous voyez, j'ai cela dans mon sang. Depuis le collège, mes camarades de promotion le savent, j'ai toujours été ordonné, puis obéissant, etc. Bon, c'est comme ça. Je ne suis pas frondeur. Je ne peux pas l'être, ça ne fait pas partie de ma personnalité. Voilà, c'est peut-être ça qui me facilite tout ce que vous constatez comme jet politique. Et je suis tout à fait à l'aise dans toutes les positions parce que ça me va très bien, je me sens bien comme ça. Et voilà. Alors, vous avez dit une autre question, que le président avait demandé un seul mandat en 2010. Ça, j'avoue que je n'ai pas suivi ça. Je n'étais pas au courant. Mais j'ai dit ici que nous sommes en démocratie et que chaque citoyen pouvait être candidat au poste qu'il souhaite. Ça, je l'ai dit et je le répète. Chaque citoyen peut être candidat s'il remplit les conditions, bien entendu, parce que nous avons des lois quand même. Donc, je ne sais pas si le président avait demandé un seul mandat, mais moi je ne vois pas pourquoi, s'il a si bien réussi, que tout le monde le reconnaît, en tout cas beaucoup de gens le reconnaissent,
pourquoi n'aurait-il pas au moins 2 mandats? Parce que notre constitution permet d'avoir 2 mandats. Voilà, donc je n'ai pas de réponse particulière à cette question. Et je ne savais même pas que ça avait été le cas. De toute façon, le débat concernant les histoires d'éligibilité, tout ça, pour moi, ce débat-là est dépassé, très honnêtement. Et quand je pense que quelqu'un qui a été président de la République, s'il a pu être président de la République, que nous avons accepté dans les conditions que vous savez, qu'il a géré le pays, mais comment vous pouvez lui dire de ne pas avoir un second mandat, la Constitution le permettant? On va revenir en arrière pour dire quoi? Voilà, je crois que ça c'est vraiment un débat qui n'est pas de... En tout cas pour moi, ce débat-là n'a pas de sens. C'est un citoyen libre. S'il est candidat, il est candidat. S'il n'est pas candidat, il n'est pas candidat. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a exercé... Et moi, j'ai été ministre pendant 20 ans. On viendrait quelqu'un demain me dire tu ne peux plus être ministre. Sauf s'il est marqué quelque part qu'après 70 ans, on ne peut pas être ministre en Côte d'Ivoire. En ce moment-là, j'accepterai. Sinon, vous allez dire quelle raison pour que je ne sois pas ministre. Donc, vraiment, je trouve ça inutile. Bon. Alors, on a demandé enfin, est-ce qu'il y a ma candidature personnelle? Sinon, qui je soutiendrai aux élections. Ça ne m'a même pas effleuré une seule fois l'esprit. Moi, je suis un serviteur de la Côte d'Ivoire. Je me sens bien dans cette position. Je continue à aimer mon pays avec autant de zèle et de détermination. Ça me suffit. Qui je soutiendrai? Le vote est personnel, il est secret. Et puis, on n'est pas à la veille des élections, tout de même, on a encore quelques mois. Donc, si j'ai envie de dire de façon publique qui je soutiens, je le dirai, le moment venu. Mais pour le moment, permettez que cela soit du domaine réservé quand même. Alors, une question, le rattrapage ethnique est-il une réalité en Côte d'Ivoire? Bon, je crois qu'il y a beaucoup à boire, il y a beaucoup à dire sur cette expression, rattrapage ethnique. On a dit que c'est le président qui l'aurait prononcé. Moi, personnellement, je ne l'ai pas entendu de sa bouche. Il n'entend pas tout de sa bouche. Hein. Je voulais dire simplement que ce n'est pas heureux, ce rattrapage. Je pense que nous sommes un pays très riche en ethnie, multi-ethnique. Le président Faure disait, nous sommes une poussière d'ethnie condamnée à nous entendre ou à périr. Alors pour ne pas périr, il faut qu'on s'entende pour nous mettre ensemble. Voilà pourquoi il nous invitait à l'unité du pays. Moi, je suis toujours dans cette vision. J'ai quelquefois dit à mes frères du Nord qu'il ne faut pas avoir de complexe. Nous sommes tous Ivoiriens. Nous étions ensemble dans les internats avec nos frères du Sud, du Centre, de l'Ouest, de l'Est, de partout. Voilà. Ils savent ceux qui travaillaient bien, ceux qui travaillaient moyennement, ceux qui ne travaillaient pas très très bien. On se connaissait. On a vécu ensemble en toute camaraderie. J'ai souvent passé mes vacances chez mes frères du Sud. Il y en a qui sont montés parfois au Nord. Il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Aucun. Bon, s'il y a eu quelquefois des dérapages d'un côté ou de l'autre, c'est possible. Mais de façon globale, je sais que le président Houphouët-Boigny s'efforçait d'équilibrer autant que possible
les responsables autour de lui. Je pense qu'il en tenait compte. C'est une réalité nationale, les ethnies, il faut en tenir compte, mais il ne faut pas en faire une préoccupation majeure. Je pense que de plus en plus, ceux qui sont compétents auront des postes de compétences, ceux qui le sont moins auront d'autres postes, etc. C'est comme ça que ça va fonctionner de plus en plus. Donc là-dessus, moi je ne connais pas bien cette affaire-là. Beaucoup de nos compatriotes du Nord ont fait les études au Sud. Quand vous avez votre parent qui manœuvre même dans une plantation du Sud, il va à l'école du village, de la plantation, avec les enfants du Sud, des Sudistes. Et puis voilà, ils vont passer les brevets ensemble, le baccalauréat, ils vont aller à l'université, etc. Et c'est comme cela que, tout en ayant un taux d'alphabétisation assez faible, dans le Nord, en tout cas jusqu'à maintenant, mais nous avons beaucoup de cadres. Beaucoup de cadres parce que nous avons eu des parents à Tabou, à Bosso, à Bassam, à Bondougou, partout. Partout. Et leurs enfants sont allés dans les mêmes écoles que les enfants du Sud. Donc ils se retrouvent ensemble. Qu'on ait des écoles chez nous ou pas, en tout cas, on s'est retrouvés à l'université ensemble avec eux. Puis on a réussi ensemble. La preuve, c'est qu'on travaille ensemble. Donc je pense que de plus en plus, nous allons nous éloigner de cette préoccupation et de plus en plus tenir compte des compétences. Mais évidemment, la réalité, c'est la réalité. Lorsque je suis arrivé ici, autour du président Houphouët-Boigny, on voyait, il y avait le président Yassé, de Jacquesville, le président Alphonse Boni, de Tchassalé, le président Auguste Denis, de Toumoudi. C'était les grands, ça c'était les grands, c'était le bois sacré, c'était le cœur du bois sacré. Quand moi je suis arrivé ici, fin 64, et jamais ils ne pouvaient passer une semaine sans se retrouver. Ces petits groupes-là, ce sont eux qui ont conduit la Côte d'Ivoire jusqu'à... voilà. Donc, je pense qu'ils tenaient compte du fait qu'il fallait que le Nord, le Centre, l'Ouest, tout le monde se reconnaisse dans le gouvernement. C'est vrai. Même aujourd'hui encore, je crois qu'on en tient compte. Mais progressivement, compteront que les compétences, progressivement. C'est pour cela qu'on se bat pour que l'école soit partout, que la scolarisation soit partout répandue, que tout le monde ait les mêmes armes, que tout le monde ait les mêmes avantages pour aller ensemble. Je crois que aussi c'est une des conditions du renforcement de l'unité nationale, de la cohésion sociale. En tout cas, nous, c'est comme ça que moi je vois les choses. Voilà, mes chers amis, l'essentiel des réponses que je voulais apporter à cette dernière liste. Voilà, à cette dernière liste. Je vais en profiter, comme on me l'a demandé, pour dire un dernier mot à tous nos internautes. D'abord, une fois encore, je tiens à féliciter et à remercier Abidjan.net, et je suis heureux de constater que les jeunes Ivoiriens maîtrisaient ces nouvelles techniques à ce point-là. J'en suis fier, j'en suis heureux. Je ne suis pas de cette génération, mais je vois ici, lorsque mes petits-enfants viennent à la maison, je cache mes appareils parce qu'ils s'en savent tous plus que moi pour manipuler les téléphones, les appareils électroniques et tout ça. C'est de votre temps, vous êtes de votre temps, profitez-en et efforçons-nous, comme dirait le président Houphouët-Boigny, pour être les égaux des autres. Puisque nous démarrons ensemble, au moins dans ce domaine-là, on peut se battre pour être leurs égaux. C'est vous qui pouvez réussir ça. Et je vous félicite pour cela. J'ai dit aussi que je voulais féliciter et remercier tous les internautes. Il n'y a eu aucune question spécialement gênante. C'est vrai qu'il y a des questions auxquelles il n'est même pas possible d'apporter une réponse satisfaisante.
les assassinats, je n'ai pas dit que je ne répondais pas, j'ai dit que je ne savais pas. Voilà. Mais quand on ne sait pas, il faut dire qu'on ne sait pas. C'est des questions tellement délicates. L'assassinat de quelqu'un, comment voulez-vous? Je ne suis ni à la justice, ni au sommet, ni à rien. Il est difficile pour moi de savoir comment ça s'est passé, etc. Je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je dis que je ne sais pas, c'est tout. Mais ce n'est pas refuser de répondre. Non, pas ça. Je voulais aussi saluer, me féliciter d'être ivoirien. Oui, pourquoi? Parce que vous savez, il y a beaucoup de pays africains aujourd'hui où on ne peut pas faire ce que nous faisons là. C'est-à-dire comme ça, en direct, dire ce que nous voulons, poser les questions que nous voulons, discuter librement. Bon, évidemment, il n'y a pas de bonne réponse à toutes les questions, mais toutes les questions peuvent être posées. Il n'y a pas de questions taboues et il n'y a pas de questions idiotes. On a dit qu'il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que des réponses idiotes. Si vous ne savez pas, vous dites que vous ne savez pas, et puis c'est tout. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore tout réussi, mais on doit aller progressivement. Nous sortons d'une crise, il faut accepter que de temps en temps cette crise nous pose quelques problèmes, c'est vrai, mais on va en sortir si nous nous mettons au travail, si tout le monde se donne la main, on va en sortir, j'en suis sûr. C'est pourquoi j'en profite pour encourager et saluer tous, en souhaitant à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Merci.